Bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis en recherche-création en littérature à l'UQAM. Et donc, en fait, je voudrais partir d'abord d'une expérience personnelle afin de commencer par situer ma démarche et ma réflexion. Donc, j'ai écrit il y a peu de temps, j'ai tenté d'écrire plutôt il y a peu de temps une nouvelle pour une revue. Et bien qu'ayant l'habitude en fait, de me servir de ce qui réside en moi, de mes souvenirs, de mes expériences pour les jeter en fait, un peu sur le clavier de mon ordinateur, il y a toujours une étape qui m'est difficile de dépasser. Alors, je ne sais pas si tous les écrivains et les écrivaines qui pratiquent l'écriture de soi en fait, doivent en passer par là ou si c'est plus facile pour certains ou certaines, mais à chaque fois, invariablement, je suis envahi donc juste par la honte. Donc, pas uniquement celle qui pourrait entourer la qualité ou la validité, l'intérêt littéraire de ce que j'écris, mais vraiment celle du regard de l'autre et de ce qu'il ou elle pourrait penser sur sur ce qui est raconté. Et donc, il me semble nécessaire qu'en tant qu'écrivain qui se revendique de la pensée queer, de, de mettre en avant plutôt la, la dimension identitaire et sexuelle justement de mes personnages, par exemple, de les valoriser. Puisqu'en fait, pour essayer de... Voilà, car le monde justement, repose sur une homophobie indéniable et qui me frappe régulièrement. Et donc cette nouvelle, je suis parvenu à l'envoyer à plusieurs personnes qui en connaissaient déjà la teneur, mais lorsqu'est venu le moment de la faire lire à une personne qui me connaissait que depuis peu, j'hésitais. Et il ne fut pas tant pénible de passer le pas que de réagir en fait, à une question qu'on m'a posée alors sur la coïncidence hypothétique qu'il pouvait y avoir entre mon narrateur et moi. Et donc aussitôt, comme pour me protéger de je ne sais quoi, pour nier en fait que ce personnage de fiction pouvait être passé par les mêmes épreuves, les mêmes doutes, les mêmes souffrances que moi, je niais en fait en bloc parce que j'avais honte qu'on puisse me découvrir. Et donc, comme je disais, cette honte, je la ressens régulièrement. Elle vient me chercher en fait pour me rappeler que, en tant qu'auteur, on se dévoile, on se montre, et que même si j'ai beau dire que ces histoires sont inventées de toutes pièces, je vais toujours craindre d'y être associé et qu'on me trouve fatalement anormal. Et finalement, mon écriture, que ce soit dans mon approche ou même dans la construction de mes personnages, se fait à partir d'un masque, celui de l'échec. Donc, en fait, je cherche à comprendre comment l'idée de l'échec est tout ou partie de ce sentiment de honte et d'anormalité qui m'habite constamment, et comment le réinvestir, en trouver justement toute la beauté, la valeur littéraire et poétique, sinon politique. Et donc, nombre d'auteuristes et de penseurs et de penseuses se sont déjà essayés à traiter de ce sujet à l'aune des études queer, à chercher en fait à le circonscrire ou à le mettre en scène dans la littérature de fiction, peut-être parfois malgré eux. Et donc, je vais ici davantage accentuer mon analyse à l'étude de romans écrits par des hommes gays, blancs et cisgenres. Alors, je suis conscient que cette limitation restreint la pensée queer, mais à ce stade de ma réflexion, m'est encore difficile de parvenir à parler des expériences de vie autres, d'autres réalités. Et donc, je vais avant tout préciser davantage ce que c'est qu'une écriture queer, en tentant de la distinguer, par exemple, d'une écriture homosexuelle, en m'appuyant sur l'avant-propos de l'ouvrage Québec Queer, qui cherche à analyser le queer dans les productions artistiques au Québec. Et donc, je cite: si au départ le queer s'attachait à l'orientation sexuelle, retournant l'injure adressée aux gays et aux lesbiennes, alors traités de queer dans le monde anglophone par des homophobes, cherchant à les discréditer en soulignant leurs prétendues bizarreries, étrangetés, excentricités ou encore leur aspect tordu de travers, force est de constater qu'aujourd'hui, le queer embrasse plus large. D'une certaine façon, il est l'antithèse de ce que Wittig appelait la pensée straight, son contrepoids, sa contradiction profonde. Il s'institue contre tout ce que le patriarcocapitalisme a posé comme valeur dominante: le patriarcat, le capital, la blanchité, l'adultérie. Donc, la définition que donne Teresa de Lauretis, qui est la première chercheuse à avoir tenté de théoriser la notion, pose ainsi plusieurs critères qui permettraient de reconnaître une fiction queer. Donc, celle-ci se dresse non seulement contre la narrativité ou la pression banale de tout récit vers la fermeture et l'achèvement de sens, mais aussi perturbe ostensiblement la référentialité du langage et des images. Donc, on trouve un
premier postulat de ce qui permettrait de reconnaître une écriture queer, ou à tout le moins un roman queer, avec une autre citation. Donc, il ne suffit pas que des personnages homosexuels ou trans peuplent un roman pour que ce dernier soit queer. On peut très bien mettre en scène un personnage homo ou trans dans une perspective straight. Un roman queer est plutôt celui qui met en avant et valorise, tant par le fond que par la forme, la multitude, les singularités, donc les différences, tout en récusant la pensée catégorielle et les hiérarchies qu'elle institue. Donc, c'est ainsi la raison pour laquelle ce que je cherche ici à mettre en perspective, c'est l'émergence d'une nouvelle poétique de la gay shame, moins axée sur l'apitoiement ou la résilience que sur des processus queer de désubjectivation, resubjectivation, alors que les protagonistes gays cherchent à disparaître de l'ordre social normatif pour se réinventer selon leurs propres ressources. Ils en viennent ainsi à assumer et réinvestir leur honte et leur abjection en adoptant des comportements à risque, processus ascétiques qui témoignent de leur volonté de se réinventer en marge des savoirs constitués et des pouvoirs établis. Donc en réalité, il s'agit de tenter de voir ce qui lie tous ces textes, hein, alors que tout presque pourrait les opposer. Donc en fait, est-ce qu'on peut voir dans les textes de fiction de Michel Tremblay, par exemple, de Kevin Lambert, d'Antoine Charbonneau-Demer, de Marie Versini, Marie-Ève Maréchal, et dans les essais réflexifs de Didier Eribon ou de Jack Halberstam, un héritage, en fait, un héritage de la honte. Donc, les prémices de ma réflexion sur un héritage commun que des autoristes appartenant à des horizons divers tels que l'origine géographique, générationnelle ou sociale, c'est sans doute effectué à la lecture en fait, des textes de Michel Tremblay, et notamment dans Des Nouvelles d'Édouard, où il parvient à rendre vraiment palpable, par la fictionnalisation, le poids des normes sociales et morales chez un personnage magistralement queer. Donc, pour résumer un petit peu, donc, le voyage tant désiré dans la France d'après-guerre du personnage d'Édouard, dans Des Nouvelles d'Édouard, à la manière d'une sorte de relecture du syndrome de Stendhal, qui se confronte à un certain bovarisme du personnage, à savoir que tout ce que Édouard connaît de Paris lui vient des films en noir et blanc qu'il a vus et des romans qu'il a lus. Donc, ce projet de voyage devient, au fil des pages, un projet impossible. Donc, il cherche à échapper à son quotidien, à fuir sa pauvreté, à devenir enfin celle qu'il désirait être. Puisqu'en fait, Édouard avait projeté ce voyage en France comme une sorte de rite d'anoblissement qui lui permettrait de se révéler à lui-même. Mais en réalité, c'est tout l'inverse qui se produit, puisque toute sa traversée de Paris se fait sur le mode du désenchantement, de toutes les images qu'il a pu lire ou voir au cinéma et qui n'auront de cesse de le renvoyer à une condition sociale dont il est finalement incapable de s'extirper. Donc, il est saisi par l'angoisse et il décide de rentrer à Montréal pour y inventer de toutes pièces cette vie parisienne qu'il aurait voulu vivre et créer son personnage alter ego de la duchesse de Langeais. Donc, en fait, Édouard fait en réalité l'expérience douloureuse de l'héritage de la pauvreté, au sens où le théorise Yvon Rivard. Mais plus encore, c'est celle de sa marginalité redoublée, en fait, qui s'impose à lui. Donc, celle de sa langue, d'une part, de sa classe sociale, d'autre part, et de son genre, enfin. Et donc, ce douloureux constat amène le personnage à perdre en existence et ça le pousse dans une stratégie d'adaptation au monde à se la réapproprier autrement, notamment par l'imagination héritée de sa marginalité. Donc, finalement, il transforme l'échec, la honte, en quelque chose d'autre. Il parvient à les sublimer pour se les approprier et survivre. Et par la suite, ce personnage d'Édouard ne cesse en fait de traverser l'œuvre de Tremblay, bien souvent sous les traits de cette duchesse qui parle fort et qui n'hésite plus à s'assumer. Et c'est ce même personnage queer en fait qui interviendra auprès de François Villeneuve dans 44 minutes 44 secondes, donc toujours de Tremblay, à la manière d'une marraine qui va chercher à prévenir la nouvelle génération des dangers qu'elle encourt quand justement le personnage de Villeneuve, qui est un chanteur en pleine ascension, choisit de changer les pronoms féminins d'une de ses chansons d'amour, donc ça se situe dans les années 60 à Montréal. Donc il choisit de changer les pronoms féminins d'une de ses chansons d'amour pour assumer ses désirs, et ça va condamner en fait en un instant sa carrière. Donc en fait, le sentiment d'échec traverse aussi toute la vie de Villeneuve. Et le roman est lui-même construit en fait sur les conséquences de cet aveu et cherche à remonter le temps
pour étudier la manière dont le sentiment de honte conduit le personnage à se saborder davantage et à entrer dans l'art de l'échec queer. Donc Villeneuve, en fait, sait d'où il vient, il connaît les désirs qui l'animent, il les assume d'une certaine manière, et il sait ce qu'il risque à se révéler. Et pourtant, un peu comme s'il était mu par un désir de liberté mêlé d'une lassitude, il se saborde. Et dans un essai en fait, sur le personnage d'Ozana dans la pièce éponyme de Michel Tremblay, qui est une autre incarnation de l'échec, Calderon remarque, lui, que le personnage représente en fait ce que nous pouvons appeler à la suite d'Albert Stamm un art queer de l'échec. Celui-ci s'oppose à l'idéologie du succès défendue par le patriarcat hétéro-cis-normatif et capitaliste, qui privilégie une logique de la production et de la reproduction. La réussite selon la logique de la société patriarcale et hétéro-cis-normative, est réduite à se plier sans aucune résistance à la discipline et à la régulation du pouvoir biopolitique. Donc en fait, les œuvres queer que je convoque semblent à un moment ou un autre, de leur développement, établir ce constat. Qu'ils le veuillent ou non, les personnages queer contiennent en eux tout un ensemble d'affects et de vécus, conditionnant leurs actes sous le prisme de l'échec et de la honte. Alors, les essais du sociologue Didier Eribon, que j'évoquais tout à l'heure, ne cessent d'ailleurs de converger vers une origine commune de ce sentiment, c'est-à-dire la confrontation dès le plus jeune âge avec l'insulte et la normalité qui conditionnent la nécessité vitale de fuir les régions périphériques des campagnes pour se réfugier dans les villes, là où peuvent se fonder justement et se réunir les communautés. Alors, donc, Eribon écrit au commencement, il y a l'injure, donc il écrit ça en tant que phrase inaugurale de son essai Réflexion sur la question gay. Et c'est précisément le sentiment de honte stigmatisé par le vocable injurieux avant même d'avoir posé ne serait-ce qu'un mot dessus, qui en fait nous renvoie, c'est-à-dire qu'on est déjà catégorisé, catalogué, renvoyé dans notre corps à quelque chose d'inférieur, de différent et d'anormal qu'il faut recadrer, effacer, éjecter de la société, car opposé en fait au système de reproduction. C'est en conséquence que Eribon développe dans plusieurs de ses essais théoriques en questionnant l'identité minoritaire. Donc, pour le citer, si l'injure, lorsqu'on la reçoit, peut avoir une telle efficacité, une telle prise sur l'individu qu'elle vise, c'est donc que le monde social a déjà inscrit en son corps et son cerveau les structures de l'ordre social, hiérarchie des classes, des races, des sexes, des sexualités, etc. Et la connaissance, fut-elle confuse, incertaine, inconsciente, mais toujours presciente du statut marqué négativement qu'elle implique, de la position qu'il y occupe. Alors, il va même plus loin, en allant jusqu'à reprendre le néologisme d'ontologie, avec un H, qui a été forgé par Lacan, cristallisant en fait le lien qui existe entre la honte, son origine, et ce qu'elle produit en fait dans nos existences. Et dans les pages qui suivent, Eribon décrit notamment la manière dont le paria sexuel est ainsi figé dans son être par la profération injurieuse, la manière aussi dont la honte est gravée dans la tête et le corps des individus au point de devenir la marque propre de leur subjectivité, de leur être même. Donc si cette honte est ontologique, il m'apparaît qu'elle est également atavique, tant elle est récurrente dans les textes écrits par des écrivaines queer de divers horizons et de générations différentes. 30, par exemple, de Marie Darcigny, exprime l'angoisse liée à l'échec et la honte qui en devient le pendant à l'aune de la trentaine. L'écriture intime de la souffrance et de la dépression que ça entraîne devient alors un acte de résistance féministe. On a le Minotaure de Marie-Ève Maréchal aussi, à travers une adresse à une amie décédée qui va tisser des liens vers l'enfance. L'origine, avec la volonté d'exprimer, de chercher à assumer à travers l'écriture la violence passée qui a étouffé et invisibilisé la narratrice. Et plus encore, on constate d'ailleurs que lorsque la marginalité est dédoublée, la honte et l'échec le sont également. C'est ce qu'on voit chez Nicolas Dawson, par exemple, dans Désormais ma demeure, où la dépression du protagoniste, liée à sa double origine, queer et chilienne si on veut, le pousse au mutisme, à l'impossibilité d'exprimer ce qui se passe en lui. Et en réalité, on va trouver cet héritage dans toutes les formes d'écriture de soi, puisqu'en fait, c'est là où s'y expriment les laissés pour compte, les agressés, les minorités, toutes les expériences de vie qui se retrouvent en marginalité par rapport à l'hégémonie, créant alors une nouvelle communauté composée d'individus singuliers. Donc j'avance alors l'idée que échouer dans la pluralité de sens que ce mot peut revêtir offre davantage de manière créative, coopérative et surprenante d'être au monde
échouer est une chose que les queers font et ont toujours fait d'une façon exceptionnelle, pour Jack Halberstam. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que des auteuristes ayant intériorisé ou fait l'expérience de l'oppression, des regards, des jugements, de la violence physique et verbale, du rejet au plus profond de leur chair, soient poussés dans leur acte de création à rejouer les stratégies d'évitement ou de survie à travers leurs personnages. Donc en réalité, l'héritage de la honte, lorsqu'il est lié à l'acte d'écriture, permet ce remodelage de l'histoire personnelle, cette poétisation, glorification de l'abjection et de l'échec qui nous rend honteux afin d'embrasser notre queerness et d'explorer de nouveaux modes d'être dans la fiction. Par ailleurs, si des auteurs comme Tremblay conservent encore une pudeur relative dans leurs mots pour décrire les actes sexuels de leurs personnages, par exemple, c'est juste cet exemple-là, la nouvelle génération d'auteuristes queer, elle, ne semble pas éluder la question et s'y confronter directement. Donc pour Étienne Bergeron, nous sommes récemment passés d'une littérature du coming out, où il s'agissait de témoigner explicitement du secret et de la souffrance liée à la découverte de l'homosexualité, à une littérature où l'orientation sexuelle n'est plus problématique en soi, mais où la honte intime est tout de même omniprésente, car réactivée par diverses situations d'échec ou de rejet, amoureux ou autres, qui placent le sujet face à l'indignité et à l'abjection fondamentale de son être, celui que les structures sociales lui ont fait intégrer. Donc, on observe alors des auteurs québécois contemporains comme Kevin Lambert, Antoine Charbonneau-Demer, renverser la honte initiale commune pour la sublimer à travers les mots du sexe queer. Donc, il faut assumer et intégrer à la matière même de l'écriture ces passages obligés des vies queer. Dès lors, ne pas se confronter au sexe dans un processus de création reviendrait à ôter à l'homosexualité sa dimension pleinement subversive, puisque celle-ci serait alors tue, ne serait ainsi vue que comme une pure abstraction, car l'exposition du corps ne va pas sans poser le problème de l'adresse au lecteur. Donc en fait, c'est le réalisme et la confrontation froide et directe aux actes sexuels dans les romans de Charbonneau-Demer ou de Lambert qui permet à leurs personnages de se libérer et de s'affirmer. Donc ainsi, par exemple, dans Good Boy, avant d'en lire un extrait, je vais avertir un petit peu sur la crudité des mots qui sont employés. Donc, dans Good Boy, pour vous en lire un extrait, j'ai chié sur le visage d'un homme, il m'a craché des fruits mâchés dans le cul pour que je les lui rechie dans la bouche. Je me suis senti libre, obéissant. Je serais incapable de raconter ça dans un journal. Je n'ai pas le vocabulaire pour jouer avec le feu. Le sourire sale d'Édouard, aigre-doux, les déjections étalées dans la chambre sur ses mains, sur son tronc, derrière mes cuisses, et ça me remontait jusque dans le dos. À l'idée d'être allé trop loin, j'ai d'abord souri, sans savoir que la honte allait bientôt me faire pleurer. Je pensais m'être taillé une place dans la compétition féroce où tout le monde s'efforce d'avoir vécu. Mais j'ai exagéré. La limite, c'est le bon goût. J'ai trouvé ce que j'ai cherché, la solitude inexorable des êtres dérangés, et cette victoire est une catastrophe. Donc la sexualité dans Good Boy, ou même dans Querelle de Robert Wall de Lambert, n'est jamais évitée. Elle est même au cœur en fait, de l'expérience romanesque et poussée à un paroxysme tel qu'elle touche à une des fonctions essentielles de la littérature, qui est de toucher, ébranler, dénoncer et faire bouger les choses. Dans un article récent, Lambert, justement, pour se défendre des critiques qu'il a reçues, à l'instar d'autres auteuristes travaillant la même matière, affirme qu'un de ses projets est de représenter le sexe queer à travers la consommation dans le but de le banaliser. Donc en fait, ce serait, pour lui, écrire toute forme de sexualité minoritaire dans un monde où le régime politique hétérosexuel est sans contredit, toujours dominant et répressif, nous demande d'inventer un langage qui sache les poétiser. Donc, il s'agit bien là de parvenir à écrire l'homosexe autrement que par les codes, les termes, les procédés utilisés dans l'hétérosexe. Donc, c'est à la lecture de Querelle, en fait, de Robert Wall, que m'est apparue la nécessité de cette réappropriation et valorisation des corps. Lambert, il décrit non pas directement la question de la honte, mais la manière dont son personnage, qui est inspiré du Querelle de Jean Genet, parvient à embrasser l'abjection dans un mouvement atteignant la gloire quasi légendaire de tout son être et de ses performances sexuelles. Donc, par exemple, juste un passage, Querelle, le mot circule, se monnaie, on se l'échange à mi-voix dans une allée du Rossi, on le grogne bien fort entre deux hot chicken au relais de motoneige. On n'a jamais vu le garçon, mais on tire son portrait comme on imagine les personnages des contes cruels et terrifiants que racontent nos cousins l'été sous la tente.
Querelle à Roberval a la phénoménalité d'un bonhomme 7 heures. On parie sur son âge, il a tantôt 25, tantôt 50, sur la couleur de sa peau et de ses cheveux, brun, vert, noir, sur la forme de sa bouche et de ses yeux. Comme la créature malveillante, il enlève les adolescents, les corrompt, les découpe, les dévore. Comme le monstre fabuleux, on ignore d'où il vient, de Montréal, de la mafia ou d'Arabie Saoudite. Mais une chose est sûre, il vit dans une caverne, traîne souvent à la plage et travaille avec l'ami de ton filleul. On parle de ce fauteur de troubles, des légendes champignonnent au sujet de ses bagarres et de ses amitiés particulières. Les jeunes de la cité étudiante et du cégep de Saint-Félicien vénèrent le bel ennemi public. Il romance les nuits passées dans son 3,5, vante sa queue impressionnante et les mots qu'il glisse à l'oreille pendant qu'il les emmanche. Donc on le voit, ce faisant, Lambert investit précisément son personnage du caractère symbolique de l'orgueil, tel que le pose Héribon. Donc, quand il dit « L'individu est dépossédé de sa personnalité pour n'être plus que le représentant d'une espèce monstrueuse. Mais il assume cette métamorphose et la reprend à son compte, se réapproprie ce qu'on a fait de lui et en transforme de manière imprévisible et incontrôlable les significations et les effets sociaux et culturels. » Donc, il s'agit en réalité ici de repenser, comme je disais tout à l'heure, de repenser l'écriture de l'acte homosexuel non plus d'un point de vue hétéronormé, afin de le faire entrer de plein fouet dans l'écriture queer, puisque ce faisant, il en modifie les représentations. Donc pour Calderon, écrire, décrire et montrer visuellement le sexe queer est un processus créateur qui peut certes être émancipateur. Cette force de la sexualité queer est une puissance de shattering et de self-shattering, c'est-à-dire une puissance qui peut faire voler en éclats le sujet, la subjectivité, la subjectivation et l'assujettissement. Cette puissance qui peut détruire, du moins momentanément, les mécanismes disciplinaires et régulateurs biopolitiques qui contrôlent les individus est au fondement de la création queer. Donc, si l'ontologie est bien ce qui conditionne nos existences et notre acte créateur, donnant à voir par de multiples paradigmes des personnages qui cherchent par tous les moyens à échapper à cet échec intrinsèque et conditionné, c'est sans aucun doute que la honte, pour citer Héribon encore une fois, la honte n'est pas un sentiment qui pourrait être dissocié de son double, l'orgueil. Et si l'inscription de la honte dans le corps de l'individu par la socialisation est constitutive du rapport au monde d'un certain nombre d'individus appartenant aux catégories abjectes, l'orgueil est la manière de donner un autre sens à cette place assignée et à ce que le monde social fait du stigmatisé. Le honteux est toujours potentiellement fier, et en un sens, il l'est toujours déjà réellement. Car il y a toujours un moment de sa vie où il imagine que son statut de monstrueux, ce qu'il sait être, son inquiétante étrangeté, lui donne aussi le sentiment d'une singularité qu'il distingue des autres, ceux qui sont comme tout le monde, ou bien lui permet de référer cette singularité à une explication fantastique, une origine glorieuse. Donc on n'en a jamais fini avec la honte. Elle est inscrite en nous comme une balle qu'on ne peut plus déloger, mais c'est précisément en l'embrassant, en acceptant qu'elle fait partie intégrante de ce qui a conditionné nos existences, notre regard sur le monde, notre sensibilité, notre envie d'expulser ce qui était tout au fond de nous pour le jeter à la face du monde, en la façonnant pour lui donner l'apparence de la fierté et de l'orgueil, qu'on sera à même de produire de nouveaux textes, de nouvelles images, propres à renouveler le langage, la forme et les histoires de toute une partie de la littérature. Donc, toutes les autoristes que j'ai pu convoquer ici portent en eux l'héritage de la honte. J'en oublie sciemment, puisque, comme je l'ai dit, j'ai voulu ici parler depuis ma position. Il conviendrait d'étudier davantage comment, comme l'ontologie queer, pourrait créer certaines nuances dans l'expression des différentes réalités, des expériences de vie trans, lesbiennes, bi, gay ou non-binaires. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles s'inscrivent sûrement dans une filiation, dans cette filiation. Donc, ce n'est pas tant échapper à la honte par une fierté de façade qui importe dans ces textes, mais bien de la rendre plus palpable afin de pouvoir agir sur elle, la modeler et la façonner. Donc en fait, c'est en réalité, je terminerai là-dessus, c'est en réalité de comprendre que le mouvement qui les anime ne se dirige que dans une seule et unique direction, qui est de devenir fier en fait, de sa honte.